Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur délégué de la RPP, de l'autorité de régulation professionnelle de la pub. Merci de nous accueillir aujourd'hui dans les jardins de la RPP. Vous sortez cette semaine une étude de l'Observatoire de l'influence responsable sur le métier des influenceurs, qui sont dans le spectre du gouvernement depuis un moment maintenant, puisque une loi qui encadre la profession a été adoptée en juin dernier. On va y revenir. Mais d'abord, c'est quoi l'influence responsable? Est-ce que c'est l'influence qui respecte la loi, tout simplement? Alors la loi, mais pas uniquement, c'est aussi une influence éthique qui respecte des règles déontologiques qui sont portées à l'ARP, et ce maintenant depuis, vous savez, on a plus de 80 ans, même bientôt On 90 dit ans. l'ARP, moi On j'ai dit, dit la RPP. alors on dit l'ARP, Oui. mais tout le marché dit la RPP, mais c'est pas très grave. On a quasiment 90 ans, depuis 1935 en fait, l'ARP œuvre pour une publicité loyale, véridique, saine, dans l'intérêt des publics, du consommateur citoyen, pardon. Donc, ce sont des règles déontologiques transversales de respect d'image de la personne humaine, la lutte contre, par exemple, les stéréotypes sexistes, la dignité, la lutte contre la violence, etc., la protection des mineurs, la lutte contre le greenwashing. Donc, il y a une recommandation de développement durable. Tout ça sont des règles éthiques. Donc, l'influence responsable, c'est aussi une influence qui respecte ces règles éthiques, déontologiques, portées par l'ARP. Et alors, ce qui ressort, c'est que dans l'ensemble, les influenceurs sont de plus en plus réglo, de plus en plus transparents. L'étude révèle par exemple qu'il reste environ un post sur 10, un peu plus d'un post sur 10 qui n'indique pas la mention pub. C'est presque 3 fois moins qu'en 2020. À quand le 100% d'influenceurs responsables? Alors, je ne sais pas si on arrivera un jour, simplement parce que si ça s'avérait être le cas, eh ben, on n'aurait plus de métier, finalement. En tout cas, on trouverait d'autres points à améliorer, mais on a une influence qui se responsabilise, et c'est lié aussi sans doute au contexte, un contexte médiatique qui a été assez empreint de ces célèbres clashs ou dérives autour d'influenceurs très typés, on va dire télé-réalité, sans non plus vouloir les stigmatiser eux particulièrement. Il y a un souhait de se différencier chez ces créateurs de contenu, et donc c'est la raison pour laquelle on a aussi cette amélioration au-delà de la pédagogie et au-delà aussi d'un cadre réglementaire, légal qui est en train de se dessiner. Toujours dans votre étude, la moitié des postes sont totalement conformes. Et pour les autres, la mention pub est existante, mais pas assez claire. C'est la catégorie améliorable. Qui ça concerne et comment on peut faire pour que ça s'améliore? Alors, les posts qui ne sont pas suffisamment explicites ou pas suffisamment instantanés dans leur intention commerciale, on considère que c'est de l'améliorable. C'est-à-dire qu'on a un début d'identification. On va voir par exemple collaboration commerciale, mais mis à la fin du post ou au milieu des hashtags. Aujourd'hui, on a une loi, la loi du 9 juin 2023, qui impose cette mention Tout le long? tout le long de la promotion, de la durée de la promotion, au sein de l'image ou de la vidéo, et donc nécessairement sur un impact sans doute encore plus positif sur les règles de transparence, en tout cas sur le respect de cette transparence qui est due aux audiences, parce que ne pas le faire, c'est une pratique commerciale trompeuse, ça on le sait. Et donc cette catégorie améliorable, c'est juste ceux qui ne mettent pas cette mention tout le long du post, ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui ne respectent pas? Ou alors parfois ils utilisent alors la loi elle date du 9 juin, notre étude a porté sur les postes de 2022 et du premier semestre 2023. Donc ces nouveaux termes imposés par le texte n'existaient pas encore en fait. À l'époque on était sur une indication explicite et instantanée. Alors explicite, ça pouvait être des termes de type ad, qui veut dire publicité en anglais. Ben ça c'est même pas conforme en fait, parce que la loi tout bon oblige à tout traduire en français. Ad, ça veut dire publicité en anglais. Et voilà, donc on va avoir des termes qui sont... ou alors je remercie, le simple fait de remercier une marque n'est pas suffisamment explicite pour induire qu'il y a un partenariat, une collaboration commerciale. Donc voilà les postes, on va dire, améliorables. L'UMIC, c'est la Fédération des influenceurs, s'est réunie avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques jours, et la profession s'est plaint justement de flou et d'incompréhension auprès du ministre sur cette loi, par peur de faire une erreur sans le vouloir et d'être hors la loi, a dit une influenceuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la loi n'est pas assez claire? Alors déjà on attend des décrets d'application qui vont venir préciser certains aspects du texte, au niveau des mentions, au niveau des seuils, à partir desquels il faudra un contrat écrit. Donc il y a aussi, bien sûr, nécessairement des choses qui doivent être précisées par décret. Ensuite, il y a la pédagogie à faire auprès des créateurs de contenu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se dire au sein du marché. Il y a l'usage des fonctionnalités des plateformes qui prévoient des termes qui peuvent être parfois différents Beaucoup de de ceux. chantiers encore à éclaircir. Il y a beaucoup de chantiers, et c'est la raison pour laquelle
le ministre a souhaité réengager des discussions et travailler sur des cas concrets au sein de groupes de travail et peut-être aussi améliorer finalement ce guide de bonne conduite qui a déjà été adopté et édité par Bercy. Côté ARPP, nous-mêmes, on travaille aussi sur une réactualisation des règles déontologiques qui viendront aussi apporter des précisions tout en sécurisant les campagnes, en permettant aux acteurs de rester conformes à la loi. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le médiateur entre l'UMIC, la Fédération des influenceurs et le ministère de l'économie ? L'ARP est surtout une émanation de toute une profession, de toutes les professions de la communication publicitaire, qu'elles soient les marques, les agences, les médias, les agences médias, les agents d'influenceurs et aussi les créateurs de contenu. Et c'est aussi un interlocuteur privilégié, c'est vrai, des pouvoirs publics et des autorités administratives. Finalement, l'ARP, c'est un écosystème dans lequel on va retrouver toutes les parties prenantes qui vont œuvrer pour une publicité loyale, transparente. Alors aujourd'hui, plus de 1100 certificats d'influence responsable ont été délivrés, dont 800 rien que cette année. C'est quoi ce certificat ? Alors, certificat, c'est un parcours d'apprentissage où le créateur de contenu, qui est à destination du créateur de contenu, qui va être exposé aux principales règles qui encadrent la publicité, les règles transversales, les règles sectorielles, les produits cosmétiques, l'alcool avec la loi E20, la publicité automobile, etc. Donc il va être sensibilisé, formé à ce cadre légal et éthique, et il va passer un examen. Il devra obtenir 75% de bonnes réponses, mais surtout, quand il passe ce certificat, c'est un engagement pour lui. Il va s'engager à respecter les règles déontologiques. On peut exercer sans, mais c'est quand même mieux de l'avoir. C'est mieux de l'avoir. Il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est une démarche volontaire. Est-ce qu'il va le devenir un jour obligatoire ? Ah non, ce qui caractérise vraiment les outils que met en œuvre l'ARP, c'est le volontariat. Et on est vraiment sur une démarche volontaire d'autorégulation, de responsabilité. De plus en plus de marques et d'agences choisissent d'ailleurs de ne travailler qu'avec des influenceurs qui ont ce certificat. À quel point elles sont attentives à ça ? Est-ce que vous les sentez vraiment préoccupées par ce certificat de l'influence responsable, ou est-ce que c'est encore une option ? Alors non, il y a un enjeu de responsabilité, c'est encore plus vrai avec la loi du 9 juin, puisqu'il y a une responsabilité qui peut être solidaire complètement sur toute la chaîne de valeur. En fait, pour tout dommage causé au tiers, la marque aussi peut être tenue responsable. Donc il y a un enjeu de responsabilité, il y a un enjeu aussi de brand safety, d'image de marque, de s'assurer qu'on coopère avec un créateur de contenu qui maîtrise, qui a été sensibilisé aux règles de développement durable, d'usage des allégations environnementales de manière loyale, de lutte contre le greenwashing. C'est pour la marque hyper important. Ça reste un individu, un créateur de contenu. Et donc, il faut qu'il soit sensibilisé à ça. Et pour la marque, c'est un souhait. Mais il n'y a pas que les marques. Il y a aussi les agences. Les agents qui, pour certaines d'entre elles, l'ont rendu aussi obligatoire, vont proposer aux marques des offres brand safe. Le mieux, c'est bien sûr de travailler avec les créateurs de contenu eux-mêmes pour qu'ils puissent sensibiliser leurs pairs aux règles de transparence et de loyauté. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Meta, une campagne qui a impliqué Cassandra Cano, qui totalise 3 millions d'abonnés sur TikTok et 1 million sur Instagram, qui a porté les valeurs du certificat. Donc, typiquement, Cassandra Cano, elle est considérée comme une top influenceur, et ce sont les top influenceurs qui sont de plus en plus transparents et qui sont de plus en plus réglo, contrairement aux petits influenceurs. Tout à fait, parce qu'ils ont déjà une forte audience, donc il y a un impact qui est considérablement, qui est fort auprès de ces audiences, donc ils ont tout intérêt à maîtriser ces règles. Ils sont émetteurs de communication commerciale, ils sont émetteurs de publicité, au même titre que n'importe quel média. D'ailleurs, certains influenceurs se comparent à un média avec une ligne éditoriale à part entière. C'est le cas par exemple d'Hugo Décrypte, qui est d'ailleurs lui aussi certifié. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de gros influenceurs qui ont passé le certificat, ils respectent davantage la règle parce qu'ils sont mieux accompagnés. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre clé, l'audience cumulée des influenceurs certifiés, c'est 450 millions d'abonnés, ce qui est colossal. Et donc l'impact du certificat auprès de ces influenceurs, on a fait une étude spécifique sur eux, le taux de manquement est à moins de 1%. Là, on peut imaginer un peu l'impact bénéfique que ça peut avoir auprès des audiences quand un influenceur, finalement, quand il connaît la règle, il la respecte tout naturellement dans l'immense majorité des cas. Et alors, en tant que follower, en tant qu'abonné, est-ce que moi, comment je peux savoir si la personne que je suis, si l'influenceur que je suis a le certificat ? Est-ce que c'est visible sur les comptes, sur les profils ? Tout à fait, c'est rendu public déjà. On a une liste à l'ARP qu'on maintient à jour. On a la possibilité donc de consulter qui sont les influenceurs certifiés, sous quelle option ils ont été certifiés, parce qu'il y a des options sur lesquelles on a travaillé. Option produits financiers qu'on a lancée avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers, au début du mois. L'an dernier, on a lancé l'option jeu d'argent. Vous avez le sentiment que les abonnés font cette démarche, vont chercher cette liste des influenceurs qui sont certifiés ? Alors, les abonnés, je ne sais pas. Tu aurais dit que les influenceurs certifiés sont
prévalent auprès de leurs audiences. Mm. On le voit régulièrement, il y a des stories qui sont faites. Eux-mêmes communiquent auprès de leurs abonnés pour les rassurer. Absolument. Mais ce n'est pas encore une mention qui est affichée sur les profils. Est-ce Non. que ça pourrait le devenir un jour? Pour cela, il faudrait qu'on puisse travailler avec les plateformes. Et pour que ça le devienne, bien sûr, il faut apporter une réponse. Comme les plateformes sont globales, mondiales, il faudra apporter une réponse mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, Vous allez lancer un diplôme européen. Absolument, avec nos homologues européens. Donc l'ARP et ses homologues sont fédérés par un organisme à Bruxelles qui s'appelle l'EASA, l'Alliance européenne pour l'éthique en publicité. Et plusieurs pays européens sont engagés dans cette démarche européenne pour mettre à l'échelle un certificat européen avec des règles communes, un socle de règles, parce que beaucoup de règles sont aussi, on l'oublie, mais sont européennes, de transparence et de loyauté, etc. Et donc, on a le projet et c'est passionnant. Pour terminer, j'aimerais vous faire un petit questionnaire en rafale, questions courtes, réponses courtes. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel feriez-vous? Je pense que je serais codeur. Pourquoi? Parce que j'adore créer via l'informatique. Sur quel support vous informez-vous au quotidien le plus? Télé, radio, journaux ou réseaux? Les journaux. Quel est votre réseau social préféré? Je trouve que TikTok est surprenant. On leur attribue beaucoup de choses, mais TikTok, je trouve que l'algorithme de TikTok est très 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 performant et j'aimerais bien, on parlait de transparence, j'aimerais bien mieux comprendre comment il fonctionne. Quel est votre influenceur préféré? J'aime beaucoup Hugo Décrypte, j'aime bien Jules, le crayon, j'aime bien Claire Pétréau, qui est fondatrice du média Les Pépites Vertes, qui est sur les enjeux écologiques, l'urgence écologique. J'aime beaucoup ces créateurs. À quoi ressemblera le métier d'influenceur dans 10 ans? Sans doute à des éditeurs de médias. La dernière campagne de pub qui vous a le plus marqué? La dernière campagne de pub qui m'a le plus marqué, je crois que c'est une campagne de Burger King que j'ai trouvé très drôle. Booba ou Magali Berda? Qu'un des deux. L'image qu'on souhaite valoriser à l'ARP, c'est une image qui est loin des polémiques, loin du clash, et c'est d'aider et de valoriser cette influence responsable. Ils sont 150 000 en France, et on est loin de la trentaine d'influenceurs qui vivent, et d'ailleurs de moins en moins, à Dubaï. Mais on peut quand même reconnaître que ce clash qu'il y a eu entre Booba et Magali Berda sur toutes les dérives que Booba a mis en lumière de ce métier de l'influenceur a fait bouger les choses. A fait bouger une régulation, peut-être parfois de manière un peu précipitée, mais l'ARP n'a pas entendu en fait ce clash-là, puisqu'on s'y occupe maintenant depuis plus de 6 ans. La recommandation déontologique de l'ARP date de 2017. L'Observatoire, dans sa première version, date de 2019. Donc voilà, il y a deux temporalités. Il y a celle de la rapidité, avec la réponse rapide à un clash, avec ces effets loupes qu'on prête aux réseaux sociaux. Et il y a une autre temporalité, celle des acteurs à la RPP qui travaillent sur le fond avec des outils concrets de pédagogie et qui portent ses fruits, on le voit dans le cadre de l'Observatoire. Est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. On a tout abordé? Oui, je crois. Bon, merci beaucoup Mohamed Mansouri d'avoir été avec nous dans Hebdocom. Merci, Tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdocom.